Sunday Production. C'est ma fille, une de mes filles, qui me disait avant ton accident, tu t'intéressais pas aux gens parce que tu n'avais pas le temps, parce que tu étais à fond dans ton boulot, à fond dans ton sport, tu t'intéressais qu'à toi. Depuis mon accident, je m'intéresse beaucoup plus aux autres et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux de ce côté-là. Je me regarde moins le nombril et je regarde plus le monde qui m'entoure. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Michel Sorine aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de ton accueil dans les bureaux d'Extrasport à Lyon, entreprise que tu as repris, créée et que tu développes, donc tu vas nous en parler. Mais avant tout Michel, avant qu'on rentre dans ton parcours, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs s'il te plaît ? Oui, donc comme tu l'as dit, mon nom est Michel Sorine, un nom pas très connu, je n'ai jamais gagné de course. Je suis à la tête d'Extrasport depuis maintenant 24 ans presque. J'ai la particularité d'être un patron d'une entreprise qui organise des événements sportifs en fauteuil roulant. Voilà, parce que j'ai eu, il y a maintenant presque 10 ans, un accident de vélo. Le vélo, on en reparlera, était une de mes passions sportives. Et je suis depuis cet accident tétraplégique incomplet. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'allure d'un paraplégique, mais je suis un peu également diminué sur mes membres supérieurs. Donc, je vis en fauteuil roulant, mais ce qui ne m'a pas empêché, au terme de 18 mois de rééducation, de reprendre les manettes d'Extrasport. Alors évidemment, je ne fais plus les mêmes choses qu'avant, mais la passion demeure. Alors c'est vrai que quand tu dis « mon nom n'est pas connu puisque je n'ai jamais gagné de grande course », mais tu es quand même l'organisateur de la Saint-Élion. Donc quand on parle de la Saint-Élion, entre autres, et de plein d'autres événements, tu vas nous en parler, bah forcément, là, les gens connaissent. Oui, j'ai eu la chance, dans mon parcours professionnel, de commencer petitement, puisque j'ai commencé à organiser une petite cyclosportive qui s'appelait la Scott Milboss, qui a eu une quinzaine d'éditions, qui était une cyclosportive très connue dans la région lyonnaise. Ouais, de référence, ouais. Et puis, un jour, un club cycliste bien connu à Lyon, le CTL, est venu me voir à la fin d'une Scott Milboss en me disant « Nous organisons la Saint-Élion depuis des années, on n'y arrive plus, est-ce que tu peux nous aider ?» En tant que pratiquant de course à pied et lyonnais, je connaissais évidemment cette épreuve. Je n'y avais jamais participé. Sans doute parce que courir au mois de décembre, dans le froid, entre Saint-Étienne et Lyon, dans des conditions souvent extrêmement difficiles, ça ne me faisait pas rêver ou ça me faisait très peur. Mais avec le démarrage du trail, j'ai pressenti que ça pouvait devenir un must. Et donc j'ai dit oui, banco, tout de suite. Et puis effectivement, quand j'ai repris la Saint-Élion en 2001, la dernière édition avait eu lieu déjà 22 ans. La dernière édition avait eu lieu en 99. Elle avait lieu tous les 2 ans. Ça attirait 1500 coureurs. En 2001, première édition, on a réussi à en attirer 3000. Aujourd'hui, depuis 2017, on bloque les compteurs à 17 000. On pourrait être beaucoup plus nombreux. 17 000. On pourrait être beaucoup plus nombreux et c'est devenu effectivement la plus grande course nature française, la plus grosse course gérée par Extrasport. C'est un budget de presque 2 millions d'euros maintenant, la Saint-Élion, entre la billetterie, les aides publiques et les partenariats privés. Donc effectivement, c'est devenu une grosse machine. Alors c'est vrai qu'en tant que petit organisateur, ces chiffres-là me font rêver. Donc on rentrera peut-être un peu plus dans le détail sur ça, mais revenons un petit peu en arrière, rembobinons un petit peu l'histoire comme je le fais systématiquement. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans les sports d'outdoor, de ta passion dévorante pour le sport justement ? Plus jeune, c'était quoi ? Tu étais licencié ? Tu faisais du vélo depuis petit ? Tu faisais d'autres sports ? Non, j'ai commencé doucement le sport. D'abord, je suis d'une famille qui adore le cyclisme. J'ai grandi devant le Tour de France à la télé, donc j'adorais le vélo. Sur la région lyonnaise ? Non, sur la région bourguignonne. Mon grand-père était cycliste. Tu viens d'où en Bourgogne ? Mes parents sont viticulteurs à
Centenay, Chassagne-Montrachet, etc. Mais j'ai un grand-père qui est arrivé en France dans les années 30. Il était italien, il était cycliste, il gagnait des courses quand il était petit. J'ai encore son vélo d'ailleurs, un vélo qui date de l'époque copie avec le changement de vitesse du dérailleur avant au cadre. Voilà, donc C'était une autre époque, c'est vrai. C'était une autre époque. Et donc, j'ai commencé par le vélo, j'adorais le vélo. Et effectivement, dans les années 80, 90, j'étais un pratiquant assidu course à pied, vélo, VTT. Il n'y avait pas un week-end où je ne mettais pas un dossard. Je n'avais pas la frénésie de forcément de l'entraînement, mais tous les week-ends, il fallait que je me mette un dossard ou une plaque de vélo et que je me confronte à mes contemporains. Puis l'âge venant, l'explosivité déclinant, je me suis mis plus sur des épreuves d'endurance. Donc, alors, c'était bien avant la RAF, hein, mais j'ai commencé à essayer de me mesurer à des épreuves à l'époque comme l'Ardéchoise Vélo Marathon, qui allait sur les 300 km, les Templiers. Puis après, Michel Poletu a inventé l'UTMB en 2003, donc j'ai essayé la CCC, puis l'UTMB. Voilà, ça me plaisait bien et je pense que je serais toujours valide. Je me serais forcément essayé au moins aux 1000 km de la RAF, c'est clair. Alors c'est vrai que tu as fait l'UTMB. En quelle année tu as été finisher de l'UTMB ? Alors c'est un peu le drame de ma vie, c'est que j'ai jamais été finisher vraiment de l'UTMB, puisque la seule année où je l'ai fait, les conditions climatiques ont fait qu'il a été raccourci. On est resté dans la vallée de Chamonix et j'ai dû faire 120 km, donc grosse frustration. L'année suivante, je me suis réinscrit, malheureusement, fracture de fatigue au genou, donc UTMB Nenni. Et j'aurais dû le faire en 2014, mais en 2014, j'étais à l'hôpital. Donc, on va en parler justement en 2014, qui est vraiment un moment où ta vie a basculé avec cet accident. Je reste toujours sur l'avant, c'est-à-dire, là tu nous as parlé de ta passion pour le sport, ta pratique en général, mais au niveau études et rentrée dans la vie active, quel a été ton parcours ? Alors moi, je suis un enfant des années 80, donc un enfant séguéla. J'ai fait les FAP, donc après le bac, l'école qui formait des stars comme Philippe Manœuvre. Moi, c'est simple, hein, quand j'avais 19 ans, je voulais faire Philippe Manœuvre comme métier. Donc j'étais un lecteur assidu de Best, Rock and Folk, etc. Et j'écoutais beaucoup de musique. Finalement, ça ne m'a pas du tout mené à ça, les FAP. Ça m'a mené à faire de la communication et j'étais concepteur-rédacteur. Donc pendant des années, à mon compte, puis chez McCann Erickson, je faisais de la conception-rédaction, tout en accrochant des dossards et tout en commençant à organiser des petits trucs en off pour mon club, puisque j'étais licencié au Cycloteam 69 à Tassin, ouais. Un club très cyclosportif à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs. Et puis, l'an 2000, il y a eu un bug dans ma tête, puisque j'ai démissionné. Et donc, je me suis associé avec 2 personnes et j'ai remonté une toute petite structure qui s'appelait Extra. Et immédiatement, j'ai créé un pôle sport, Extra Sport, qui est toujours là. Et on a commencé petitement à organiser des événements sportifs. Et c'était la vision dès le départ. C'est-à-dire quand tu as décidé de t'associer et de créer Extra, c'était pour organiser des événements. Quel était l'objectif et la vision à la base ? Tous les week-ends, j'accrochais un dossard. Donc je voyais ce qui se passait, je voyais des tout petits événements, j'en voyais des très gros, comme le Rock d'Azur, que je faisais chaque année, comme l'étape du Tour déjà. Et je me disais que fort de mon savoir-faire, puisque j'avais organisé des événements pour les entreprises, et fort de ma passion et fort de mon approche de la communication, j'avais une place à prendre. Et donc, oui, c'était un concours de circonstances. Il y a eu effectivement les 1000 Bosses, puis on avait relancé avec l'arrivée de Gérard Collomb à la mairie de Lyon, Lyon Free Bike, qui est une épreuve de VTT en ville. Et puis l'arrivée de la Saint-Élion a fait qu'on a tout de suite créé Extra Sport pour dédier un pôle spécialisé à cette activité. Et puis après, ça s'est enchaîné très vite, hein. On a créé le Lyon Urban Trail en 2008.
Et puis chaque année après, on a aggloméré des tas de nouveaux événements. Aujourd'hui, on a une douzaine d'événements par an. La plus importante, tu le rappelais, c'est la ASICS Saint-Élion, mais on a également le Marathon du Beaujolais depuis quelques années. Le Marathon du Beaujolais, sous son nom débonnaire, c'est quand même la plus grande course festive de France, où cette année, je pense qu'on va dépasser les 22 000 participants. On a lancé depuis 3 ans le Marathon de Biarritz. On a bien sûr le Trail des Forts de Besançon, qui est une course qui attire plus de 6500 personnes. Voilà, on a beaucoup de choses. On a même des choses dans le vélo. On va en parler, je pense. On peut en parler, parce qu'il y a eu effectivement, vous avez relancé Bordeaux-Paris. Oui, en 2011, j'ai participé à la première de la haute route. J'ai trouvé cette course... Donc c'était les Alpes. Ouais, c'était les Alpes. C'était entre Genève et Nice. Ouais. Première étape, première édition. Donc les organisateurs étaient un peu encore dans le défrichage, en rodage. Mais voilà, j'ai trouvé ça très très bien. Et je me souviens, en haut du Granon, on avait un contre-la-montre dans le Granon. Je discute avec un journaliste du cycle, Frédéric Pondevie. Oui. Voilà. Et je lui dis, Frédéric, je trouve ce concept de course à étapes génial. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée ensemble pour relancer une épreuve? Et il me dit, il y a Bordeaux-Paris. Il me dit, pour l'instant, ça existe sous la forme d'une rando, c'est tous les 2 ans, c'est pas génial. Moi, je l'ai faite, je trouve ça vraiment bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ni une ni deux, je rentre à Lyon. On appelle les organisateurs bordelais de ce Bordeaux-Paris. Donc c'était un club qui gérait avant, c'est ça? Oui, c'était un club. Ils me disent, ouais, on en a marre, on est épuisé, on n'en peut plus. Et moi, je leur dis, banco, nous, ça nous intéresse, on le reprend. Et le temps de monter l'opération, en 2014, on met au point une version cyclosportive de Bordeaux-Paris. Ça, c'était un peu ambitieux, parce que flécher 650 km et protéger comme on pouvait 650 km, c'était quand même... on a eu un peu les yeux plus gros que le ventre. Voilà. Néanmoins, cette première édition a lieu, sans moi, parce que je rappelle que j'ai eu mon accident le 1er avril 2014. La course devait avoir lieu en mai. Donc j'ai vécu cette première édition au fond de mon lit d'hôpital. On a réuni pas loin de 1000 personnes, ce qui était quand même un vrai succès. On a eu moult difficultés à l'organiser. Ça a été un four économique total. Néanmoins, on était quand même motivés pour le refaire. Et puis après, il y a eu des complications. L'année suivante, la mairie de Bordeaux accueillait une grande épreuve de voile. Donc bref, on ne l'a pas fait. Moi, j'étais toujours à l'hôpital. Donc c'est resté en stand-by pendant presque 10 ans. Et puis en 2001, on a dit, tiens, on va ressortir ce projet des cartons. L'ultracycling arrivait en France. On disait peut-être qu'on avait une place à prendre. Donc on a fait une édition New Look en 2022 qui a pas trop mal marché. On était pratiquement 600 inscrits, beaucoup moins au départ, visiblement. Ça nous a étonnés. Il y a un taux de no-show dans l'ultra, effectivement. Ouais, c'était impressionnant. Et finalement, j'estime qu'on est toujours un petit peu en rodage, mais en tout cas, la deuxième édition va avoir lieu en 2024 et on y travaille. Bon, très bien. C'est vrai que Bordeaux-Paris, épreuve où j'ai participé, où je faisais partie des gens au départ en 2014, où j'ai fait 4e, je me souviens précisément, parce que je m'étais fixé un objectif 20 heures et j'ai mis 19h57 dans le groupe de tête. Bravo. Donc c'était un très bon moment et je t'avais envoyé un message, je me souviens, sur ton blog dont on parlera un peu plus tard, où j'ai passé un moment incroyable dans la nuit, où alors qu'on était dans la nuit un peu tous fatigués, on a vu des motos arriver. Et là, je pense que le motard n'était pas informé qu'il n'avait pas le droit de nous emmener dans l'aspiration, mais nous, on s'est pris pour les professionnels de l'époque où on était dans l'aspiration des motos. Tu as eu la chance de faire une deuxième moitié derrière dernier. Mais on bravo. a fait une deuxième moitié derrière dernier. On était à plus de 60 au compteur, et je peux te dire qu'il n'y en a pas un qui bronchait, qui s'écartait de l'aspiration, sinon c'était terminé pour lui. Donc là, c'était vraiment un bon moment, et tu l'as dit, un mois, quelques semaines avant, il y a eu cet accident, donc moi, je me souviens très bien. J'avais eu l'information, on ne se connaissait pas à l'époque, Michel. Il y avait cette ouverture du tunnel de la Croix-Rousse qui venait tout juste d'ouvrir, qui était effectivement, l'éclairage n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qui t'est arrivé à ce moment-là en 2014, accident de vélo qui a fait basculer ta vie? Moi, j'avais accueilli très très favorablement l'ouverture de ce tunnel Meudou, parce que
À l'époque, nos bureaux étaient dans le 6e, donc évidemment, tous les jours, entre midi et 2, c'était soit course à pied, soit vélo. Et l'arrivée de ce tunnel nous permettait d'accéder tout de suite au Mont d'Or, donc c'était génial. Donc on le prenait quotidiennement. Très rapidement, effectivement, au départ, il avait été inauguré pendant la Fête des Lumières, donc il y a eu un spectacle lumière, donc il était très très sombre. Et puis Gérard Collomb avait décrété que ça lui allait bien et qu'il voulait laisser l'œuvre un peu plus longtemps. Et l'œuvre, elle était restée quasiment 1 an dans le tunnel. Donc il fallait absolument, quand on roulait, être assez prudent. Et moi, j'avais ajouté sur mon vélo, vous savez, tu sais, les petites diodes éclairantes avant-arrière que j'allumais au préalable pour être vu. Et ce jour-là, le 1er avril 2014, ça ne s'invente pas, j'étais allé rouler dans les monts du Lyonnais avec Pierre-Henri Prost, qui travaillait avec moi à l'époque. Et si tu nous entends, Pierre-Henri, je te salue. Et puis, on avait même rencontré un triathlète en roulant, qui avait roulé avec nous. Et on rentrait par le tunnel, comme d'habitude, et j'avais bien allumé mon petit phare. Et alors, puis, tunnel qui fait, je crois qu'il y en a à peu près entre 7 à 9 minutes, 10 minutes de traversée maximum, 2 km 5 je crois, ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, on roulait un peu vite, j'étais dans la roue de Pierre-Henri et on a voulu dépasser un autre cycliste. Donc je me suis déporté sur ma gauche, j'ai regardé en face de moi, je n'ai rien vu. Mais il y avait un cycliste qui arrivait qui lui n'avait pas la petite lampe. Carré. Je l'ai percuté, lui il est parti du bon côté voie de bus. Moi je suis parti du mauvais côté, le mur. Donc j'ai tapé le mur, j'avais un casque, pourtant le casque a explosé. Et puis après, je ne peux pas vous dire... Tu te souviens de l'impact ou pas? Pas du tout. Non. Non, je me suis réveillé beaucoup plus tard à l'hôpital. Après, c'était extrêmement confus. Hein. Pendant des jours et des jours, j'étais extrêmement confus. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Quand j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait... Alors, quand tu dis, Michel, excuse-moi, je m'arrête sur ça, mais quand tu dis « je ne comprenais pas ce qui m'arrivait », est-ce que les médecins t'ont informé de ce que tu avais et que toi, tu étais toujours un petit peu dans le brouillard ou... Non, je pense qu'il y a eu plusieurs jours de semi-coma. Il devait pas mal me droguer. Ouais, quand j'ai recouvré mes esprits totalement, que j'ai su ce qui m'arrivait, j'avais une tablette, donc j'ai vite tapé moi l'épinière et je savais de toute façon que j'avais très peu de chances de m'en sortir. Soit je retrouvais quelque chose dans les 3 mois, soit dans les 8 mois, sinon c'était mort. Donc bon, j'avais quand même extrêmement peu de chance. Bizarrement, tu en as parlé tout à l'heure, pour m'aider psychologiquement, très rapidement, j'ai commencé, puisque il y avait beaucoup de gens, beaucoup de messages, les gens demandaient de mes nouvelles. J'ai commencé l'écriture d'un blog qui s'appelle Extropié, que je continue à alimenter. Exactement, je vous invite à aller vous abonner et le suivre, très clairement. Et je continue à alimenter. Alors, je suis beaucoup moins assidu qu'au départ. Hein. À l'hôpital, j'écrivais toutes les semaines ou toutes les 15 jours. Là, maintenant, je suis plutôt sur un rythme semestriel, donc je suis devenu beaucoup plus feignant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans tes articles. Voilà, et puis... Le titre, c'est Extropier le blog à Mimi, et la baseline, on va dire ça comme ça, c'est redonner de la patate aux légumes. Oui, non, mais au début, effectivement, je suis parti tout de suite dans l'humour, même si je vous le confirme, c'est quand même pas très drôle. Alors, t'as mis combien de temps, justement, ça allait? Donc là, le moment où tu reprends tes esprits, est-ce que Bordeaux-Paris est passé ou pas? Parce que Bordeaux-Paris, c'est quand même... Enfin, tu l'as relancé, j'imagine, tout le temps de travail que tu as mis pour cette épreuve. Tu as l'accident quelques jours avant. Quand tu reprends tes esprits, la course, elle est passée ou la course est à venir? La course est à venir, mais franchement, je l'ai assez peu suivi. Je l'ai assez peu suivi parce que j'étais vraiment dans le hard encore. Ouais. J'ai vraiment commencé à aller mieux quand j'ai déménagé au centre de rééducation j'ai oublié le nom même. C'était quoi, Michel? C'était de la colère? C'était du déni? C'était... Non, c'était un mélange de tout. Si vous voulez, au début, quand ça vous arrive, vous vous dites... c'est pas possible. C'est pas possible. Très franchement, vous avez d'abord des pensées suicidaires. Vous dites, c'est pas possible, je ne pourrais pas vivre comme ça. Donc, sur le ton de l'humour, je demandais toujours une chambre en étage pour pouvoir sauter. Voilà, mais ça faisait rire comme moi, visiblement.
Et puis bon, très rapidement, grâce à la bienveillance de certains soignants, un médecin qui m'a enfin parlé, elle m'a dit, bon voilà, vous avez ça, mais vous allez vivre comme un paraplégique. On va vous apprendre les autosondages, que ça va vous donner une certaine indépendance. Et tout ce qu'elle m'avait décrit à l'époque, ça s'est réalisé. Je vis exactement comme elle l'avait prédit. Je me suis retrouvé au centre de rééducation Henri Gabriel à Saint-Genis-Laval. Le nom me revient. C'était la cour des miracles. J'avais qu'une hâte, c'était d'en sortir. J'y passerais quand même l'équivalent d'1 an. Et puis ensuite, c'était le retour progressif à la vie extérieure qui était également très violent parce que quand vous sortez de l'hôpital, où vous êtes pris en charge à 100%, à l'extérieur, rien n'est prévu. Ni les trottoirs ne sont adaptés. Vous devez trouver une aide médicale qui vous aide à la toilette le matin, qui vous aide au couchage le soir. Vous devez trouver des transports. Voilà, j'ai repris progressivement le travail, d'abord à mi-temps, puis à 3/4 temps. Maintenant, je suis quasiment à plein temps. Le travail, clairement, c'est ce qui vous aide à vous accrocher. Parce que sinon, les activités à la maison deviennent très réduites. Il faut oublier le sport, bien sûr, même si on en parlera tout à l'heure. J'ai essayé quelque chose. Non, à part la lecture et regarder les plantes pousser dans mon joli jardin, c'est vrai que c'est très vite limité. Donc, heureusement, il y a le travail. Et puis, il y a aussi peut-être un aménagement particulier pour, justement, peut-être que ton domicile n'était pas aussi praticable en fauteuil qu'il ne l'était avant quand tu étais valide. Peut-être qu'aussi tes bureaux ont dû être aménagés. Comment s'est fait cette nouvelle vie? Alors, j'avais une très jolie maison, malheureusement, sur 4 niveaux. Je l'ai vendue très rapidement pour en acheter une, toujours. J'ai eu de la chance, dans le même quartier, très joli quartier de Montchat à Lyon, sur un seul niveau. Donc là, au niveau de mon domicile, c'est parfait. Mon bureau était de plein pied, donc ça allait. On a déménagé là récemment dans le 7e. J'ai des bureaux également qui sont totalement aménagés, donc tout est nickel. Non, mais après, effectivement, il y a une nouvelle organisation de vie à installer. Là, il faut beaucoup d'endurance pour reprendre le thème du podcast. C'est vrai que c'est très rythmé. Vous couchez toujours à heure fixe, vous levez à heure fixe, avec des soignants qui viennent. J'ai la chance de bénéficier d'un transport à Lyon qui s'appelle Optibus, qui est assez génial, qui m'amène au travail, qui vient me chercher le soir. Donc c'est vrai qu'en ville, les choses sont quand même plus faciles, j'imagine, qu'à la campagne. Et comment ta relation au sport a évolué? Parce que tu aurais très bien pu dire, bon, alors le sport, je peux plus en pratiquer, c'est fini en fait, je veux plus, tu vois, tu aurais pu complètement tourner la page et te dire, bon, je vais m'orienter sur autre chose. Mais comment ta relation au sport et aux épreuves que tu organisais et que tu prenais plaisir probablement à participer parfois, comment cette relation-là a évolué? D'abord, j'ai continué à rester un spectateur, notamment du cyclisme assidu. Je me souviens du Tour de France 2014, j'étais à l'hôpital, ce Tour de France épique où Jean-Christophe Perrault fait 2. J'ai pu enfin regarder toutes les étapes en entier à l'hôpital, c'était génial. Non, mais effectivement, on m'a proposé beaucoup de choses en tant que tétraplégique. On m'a dit, tiens, est-ce que tu veux faire du ski? J'ai dit, pas question. J'en ai tellement fait dans ma vie qu'aller faire du ski dans une sorte de baignoire monoski entre les jambes d'un moniteur, non, ça ne m'intéresse pas. Puis en plus, en tant que tétraplégique, j'ai un problème avec les températures. Je ne thermorégule plus. Donc l'été, ne transpirant plus, j'ai très vite très très chaud. Et l'hiver, j'ai très très froid. Donc non, ça ne m'intéressait pas. On m'a proposé de faire des activités nautiques. J'avoue que je n'ai pas été non plus subjugué. À la piscine, j'ai essayé une fois au centre de rééducation de m'immerger. L'expérience ne m'a pas subjugué, donc j'ai décidé de ne pas renouveler l'opération. Alors si, je me suis acheté un vélo. Non, ça j'y tenais beaucoup. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à acheter un handbike. Donc je suis assis, très proche du sol. C'est une sorte de vélo couché, sauf que je pédale non pas avec les pieds, mais avec les mains. Je bénéficie d'une assistance électrique, parce que sinon, l'ensemble handbike, pilote,
est vraiment trop lourd à tracter pour mes faibles bras. Donc, et avec ça, j'avoue que je m'éclate assez, puisque je retrouve vraiment les sensations du vent, du cyclisme. Je croise des gens qui ne voient pas que je suis handicapé, qui disent tiens, encore un original parisien avec un vélo à la con. Non, pas du tout. Et franchement, c'est assez l'éclate. Bon, j'ai des problèmes techniques. Hein. J'ai un moteur qui n'est pas assez puissant. Je vais essayer de le rebooster. Je suis très vite assez cramé. Ma batterie ne tient pas beaucoup plus que 50 bornes. Voilà, mais j'aimerais à terme avoir une batterie qui me permette de remonter le Ventoux et de tenir, si possible, 100 bornes. Quoi. Ouais, ça serait top. mais comme tu l'as dit, le fait de retrouver ne serait-ce que le vent sur le visage, ce genre de choses, Ah, ouais. bon, voilà, je pense que déjà j'avoue ça, que les 50 premières- km, ça peut être largement suffisant, tu vois. Les premières sorties ont été mémorables. Franchement, ça m'a donné le smile pour des jours. Ah ouais, j'imagine. Ma Ouais, mère me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as vraiment la patate? Je dis, ouais, j'ai fait du vélo. Tout simplement. Et comment tu penses que les valeurs que tu portes hein, quand on est un sportif, comment ces valeurs-là, que ce soit le vélo, mais aussi l'outdoor, le trail, comment elles t'ont servi à retrouver le smile, justement, comme tu dis, mais quelles sont pour toi les valeurs qui ont été très très importantes en tant que sportif, qui t'ont permis justement de regarder droit devant? Je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet. C'est vrai que j'ai eu l'habitude en vélo ou en trail d'avoir des coups de moins bien phénoménales. Eh oui, ça Voilà, et vraiment être au bout du rouleau et puis finalement de me mettre au bord de la route, de m'alimenter, de boire, de me refroidir et de repartir ou de revenir l'année suivante ivre de revanche et voilà donc oui ça a dû m'aider effectivement à repartir. Bon après j'ai toujours la résilience, ça s'invente pas hein. Avant cet accident il m'était pas trop arrivé de grosses galères dans la vie, jamais d'accident. Donc quand ça vous arrive, j'ai eu la chance que ça m'arrive très tard. Je venais d'avoir 50 ans, hein. Donc âge canonique, j'avais vécu beaucoup de choses. Donc finalement tout ce qui est fait n'est plus à faire. Mes frustrations étaient nombreuses, mais finalement j'imagine que quand ça vous arrive à 20 ou à 25 ans, j'ai connu hein, comme ça des jeunes hommes, Henri Gabriel, dont la vie est fauchée à 20 ans, qui n'ont rien vécu, rien fait. Alors eux, c'est dramatique, quoi. Donc les médecins me disaient, comme j'avais plutôt la patate, me disaient, tiens, va voir un tel, et ça va pas du tout, il faut que tu le reboostes. J'ai eu un peu ce rôle-là, Henri Gabriel, pendant un an. D'ailleurs, des gens que je vois toujours, pour certains, qui vont pas forcément mieux, qui font malheureusement pas grand-chose de leur vie, mais on s'habitue à tout. Hein. Mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs personnes qui ont eu comme ça, hein, comme tu l'as expliqué, des accidents et qui, grâce au sport, ont ressorti la tête de l'eau, et beaucoup m'ont partagé le fait qu'une fois qu'ils avaient ce handicap, ils pensaient que faire du sport n'était pas possible en fait. Et c'est suite à une rencontre, un échange, que on leur a dit que c'était possible, et c'est devenu maintenant des champions pour certains. Donc, est-ce que tu penses que toi, quel message tu pourrais partager justement aux personnes qui sont peut-être, comme tu l'as décrit, dans les jours, les semaines après un accident et qui se posent encore tout un tas de questions? C'est compliqué hein, de faire youpla boum, tout va bien, et d'être super évident. optimiste. Chacun a sa façon de réagir face à l'adversité. Moi, alors je vois hein, autour de moi, il s'est créé une communauté. Je fréquente sur les réseaux sociaux des tas de gens qui font des choses formidables tout en étant handicapés. Je suis très admiratif. Moi, c'est pas mon truc. Hein. J'ai fait plein de choses avant mon accident. Je connais aujourd'hui mes limites. Donc faire effectivement des bonnes sorties en vélo quand je suis à la campagne l'été, quand il fait ni trop chaud parce que je supporte pas la chaleur, ni trop froid parce que je supporte pas le froid. En étant quand même bien encadré, oui, ça passe. Après, non, je n'irai pas me faire porter en haut d'une dune par un youtubeur célèbre avec mon fauteuil. Et je n'irai pas non plus
avec mon handbike, approcher le pôle Nord comme toi. Non, ça je le ferai pas. Mais non, après, je pense que la vie continue. Finalement, c'est ma fille, une de mes filles, qui me disait avant ton accident, tu t'intéressais pas aux gens parce que tu n'avais pas le temps, parce que tu étais à fond dans ton boulot, à fond dans ton sport, tu t'intéressais qu'à toi. Depuis mon accident, je m'intéresse beaucoup plus aux autres. Et c'est vrai que ouais, ça m'a ouvert les yeux de ce côté-là. Je me regarde moins le nombril et je regarde plus le monde qui m'entoure. Et sur les fameuses phases d'acceptation de colère, comme les personnes que j'ai eues en face de moi sur le podcast Ultra Talk, qui m'ont partagé le délai d'acceptation de ce qui leur arrivait, la colère face à cet accident. Toi, si tu pouvais mettre une durée, c'est-à-dire à quel moment, parce qu'elle fait d'être enthousiasme, d'être joyeux, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a accepté. Toi, la phase d'acceptation, de dire, bon voilà, c'est comme ça, il faut que je fasse avec. Ça, si tu avais une temporalité, ça a été rapide, ça a été plutôt long. Objectivement, ça a été plutôt rapide. Tout de suite, tu t'es dit, bon ben voilà, c'est comme ça. C'est facile de le voir quand on lit le blog, parce qu'au départ... Ouais, je vous invite d'ailleurs moi, je les ai lus avant qu'on se rencontre aujourd'hui. Je suis retourné sur les premiers articles où tu partages justement... j'ai un article qui m'a marqué, c'est que tu expliquais que l'été, c'est comme les animaux qui sont abandonnés au bord de la route. Les handis sont abandonnés également l'été puisque tout le personnel soignant part en vacances. Et donc, tu déménages d'étage en étage. Et donc, je vous invite à relire les articles aussi du début. Non, mais très vite, j'ai accepté. Parce que de toute façon, en plus, la vie a fait que ma compagne est quasiment tombée enceinte quelques semaines avant mon accident. Donc, j'avais cette perspective d'être de nouveau père à 50 ans. Donc ça m'a permis quand même vraiment de m'accrocher. Et depuis maintenant presque 9 ans, ma plus jeune fille grandit et m'a toujours connu en fauteuil. Donc je tiens ce rôle un peu particulier du vieux père motorisé. Voilà, et ça m'a permis également de m'accrocher. C'est une circonstance de vie. Et puis bon, je suis quand même... Faut pas se leurrer, j'ai la chance d'évoluer dans un milieu familial, social, professionnel qui favorise effectivement cette résilience. Je pense que quand ça vous arrive, vous êtes seul, vous n'avez pas une situation sociale et professionnelle qui vous permette de vous affranchir de certaines galères. Un fauteuil, ça coûte très cher. Aujourd'hui, même si notre président a promis qu'à partir du 1er janvier 2024, les fauteuils seraient remboursés à 100%. Je me demande comment, jusqu'à présent, certains tétraplégiques qui ont besoin de fauteuils 100% électriques, quand vous connaissez le prix du matos, font pour les payer, quoi. Donc ça doit être un chemin de croix pour trouver les aides, etc. Voilà. Donc moi, j'ai quand même eu la chance d'être quand même très bien entouré, donc ça aide. Bon, un grand merci en tout cas pour ce partage-là. Et puis le retour au bureau, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois que tu as fait 18 mois d'hospitalisation. En tout cas, pendant 18 mois, tu n'as pas pu revenir sur ton lieu de travail. Et comment se passent les premiers, le retour, les collègues, même si j'imagine que les contacts ont toujours été présents, mais comment se passe le retour au bureau ? C'est assez loin maintenant, mais je pense que ça a été assez difficile pour moi au début. C'était un peu gêné, mais très rapidement, bon... Chacun prend ses marques. Moi, j'étais obligé de revoir totalement ma façon de travailler. D'abord, je ne travaille plus que sur tablette. Je ne peux pas taper sur un clavier classique. Je ne peux plus prendre de notes. Donc, j'avais une bonne mémoire. Tant mieux, parce que ça m'oblige à la travailler beaucoup. Évidemment, je suis beaucoup moins sur le terrain qu'avant. Avant, j'adorais aller repérer des parcours, baliser des parcours, rencontrer des gens. Finalement, moi, la période de confinement et des visios ne m'a pas tellement dépaysé. C'est ce que je vis au quotidien depuis maintenant 10 ans. Non, j'ai la chance de faire un travail passion. Voilà, je serai expert comptable. Je ne suis pas sûr que j'aurai envie de continuer. Là, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Et est-ce que ça a changé ton regard sur les événements que tu voulais développer ? C'est-à-dire que est-ce que tu étais plus exigeant après cet accident ?
sur la typologie des événements, sur les partenaires, sur les parcours, ou est-ce que ça t'a permis d'être peut-être plus zen que tu ne l'étais sur l'approche d'un événement, le choix d'un événement, le développement d'un événement? Est-ce qu'il y a eu un changement entre Michel avant l'accident dans le business et Michel après l'accident? Il y a eu forcément un changement puisque notre métier, Évolue. mon cher Arnaud, tu as vu, a quand même bien évolué. Moi, j'ai On va en parler, mais... commencé à organiser des événements. C'était le règne du tout papier. On achetait des wagons de publicité dans les magazines spécialisés. Les réseaux sociaux, on était à leur balbutiement. Aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux ou presque. Les partenaires sont beaucoup plus exigeants sur les retombées qu'ils peuvent obtenir d'un point de vue digital, etc. Les participants eux-mêmes sont plus exigeants, plus versatiles. Il faut les séduire. Il y a des modes qui changent. Je parlais tout à l'heure de Rock d'Azur. Le VTT dans les années 90, c'était un sport extrêmement porteur. Aujourd'hui, à part le Rock d'Azur qui peine à obtenir ces 15 000 personnes en rajoutant du trail, du triathlon et de la marche nordique, on voit que c'est un sport qui quasiment disparaît, quoi. Donc pourquoi ? Parce que les gens sont passés sur le gravel, sont passés sur autre chose, sont passés sur le VTT électrique, sont passés au trail. Il y a l'électrique qui est arrivé, effectivement. Il y a le trail. Voilà, donc c'est un métier qui a beaucoup évolué. Donc de toute façon, moi, ne pouvant plus faire les mêmes choses, aujourd'hui, je me retrouve à presque 60 ans en train de diriger le community management de tous les événements. Voilà, c'est drôle. Je m'adapte. Et justement, quel regard tu portes sur alors le nombre d'épreuves qui a explosé, on parlait de cyclisme ultra-distance, mais aussi de trail. Quel regard tu portes, par exemple, l'UTMB, voilà, tu as participé aux premières éditions, quand tu vois aujourd'hui ce que c'est devenu, vous avez le label sur la Saint-Élion et d'autres événements, mais quel regard tu portes sur la pratique du trail notamment? Comment expliquer cette explosion et cette structuration? Clairement, aujourd'hui, l'outdoor, c'est surtout le trail running. Alors, quand je dis trail running, c'est pas seulement le trail, c'est-à-dire les courses routes marchent très bien. Je vois les chiffres du marathon. Du marathon, ouais. du Beaujolais. Biarritz également. Ou Paris et René-Nyon, ça marche très bien la course route. Et le trail, bien sûr, marche toujours de façon exponentielle. Alors effectivement, il y a des fleurons, mais l'UTMB a toujours été un must. Dès la 2-3e édition, c'était déjà pas facile d'avoir son ticket. Je crois que c'est 4 ou 5 ans plus tard, c'est parti en 8 minutes, je crois. Enfin, toutes les places sont parties en 8 minutes, c'était incroyable. Oui, alors après... ça doit être un peu pareil pour la Saint-Élion aujourd'hui, vous devez remplir rapidement. On remplit, là, par exemple, aujourd'hui, on a déjà des formules pleines à plus de 2 mois du départ. Ouais, ça part très vite. Non, mais après, ça va changer. Bon, aujourd'hui, c'est le trail. Ce sera peut-être... l'ultracyclisme je te le souhaite, l'ultracyclisme de demain. Pour l'instant, l'ultracyclisme, tu le sais bien, ça reste quand même un marché encore de niche, même si je pense que le vélo est un formidable moyen d'évasion et de contemplation. J'aimerais que ça se développe. Alors, quelle est la clé selon toi? Parce que quand tu me parlais tout à l'heure du nombre de participants, moi, c'est sûr que je reste rêveur quand j'entends des 15 000, des 12 000, même à 3 000, tu vois. C'est quoi la clé selon toi, en tant que professionnel depuis des années? C'est quoi la clé des gros événements, des grands événements, en fait, qui fédèrent des milliers de personnes? Comment devenir un gros événement? C'est quoi la clé selon toi? Je n'ai pas de secret. Je pense... Moi, le premier, quand j'étais pratiquant, que les pratiquants sont un peu des moutons. C'est-à-dire qu'on va vers ce qui brille. Donc, effectivement, moi, quand je me suis mis au marathon, mon rêve, c'était de faire Paris et New York. Je n'allais pas aller faire le marathon de Trifouiller-les-Oies, même si... Le marathon du Charolais à Guignon, où j'ai grandi, par exemple. Même s'il est très bien organisé, que les bénévoles sont très gentils. Je comprends parfaitement, oui. Et donc, idem pour le VTT. J'allais faire le Rock d'Azur, la Forestière, vraiment les très gros trucs. Même si j'adorais également faire les petites courses autour de Lyon. Il y en avait pléthore à l'époque. Il y avait un Tour de France VTT à l'époque. Je me rappelle que Miguel Martinez gagnait toutes les étapes d'ailleurs, mais je me souviens d'un Tour de France VTT. Ouais. Non, mais à l'époque, si vous étiez lyonnais, au mois de septembre, entre l'écureuil, le sanglier,
Enfin, tous les week-ends, il y avait une épreuve VTT. chronométrée de VTT. Ils ont toutes disparu. Ah toutes disparu. clairement. Donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui, pour le trail, c'est pareil. Les gens... Mais alors pourquoi le VTT n'a pas réussi à séduire les gens alors que le trail a réussi? C'est quoi? C'est une question de... Le VTT a séduit les gens Oui, à mais- une époque. Oui, mais pourquoi alors? Quel a été le fait que ça n'a pas continué? Parce que si ça séduit, si tu structures la discipline, enfin c'est comme ça que je le vois, si tu essaies de la faire grandir, il n'y a pas de raison a priori que ça disparaisse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, selon toi, ça chute? Parce que je connais beaucoup de quinquagénaires autour de moi qui avaient une technique déplorable à VTT, ils se faisaient mal et finalement ils se sont dit on va faire du trail. C'est pareil, ils sont en pleine nature et c'est beaucoup plus soft. Mais c'est vrai que le VTT, effectivement, tu peux taper un arbre rapidement. Ce qui est une erreur parce qu'en trail on peut se faire très très mal aussi. Clairement, clairement. Et beaucoup se blessent, on n'en parle pas, mais beaucoup se blessent sur les trails. Ouais. Donc je connais beaucoup de gens qui sont passés effectivement sur le trail et le trail a pompé à mon avis beaucoup le VTT à une époque. Non, j'ai pas d'explication. Après le trail, c'est vrai que c'est super parce que courir sur la route, il y en a qui aiment, mais c'est plus peut-être performance. Est-ce qu'on ouais, peut faire la comparaison entre un marathon et un trail, entre la route et le gravel en vélo? Alors le gravel, je n'ai pas pratiqué parce que c'était une mode qui est apparue trop tard pour moi. Ouais, c'est tout récent. Mais bon, je faisais. Cyclocross, c'est un petit peu, tu imagines. Oui, j'ai fait du VTT rigide sur des chemins, ça devait assez ressembler à ce qu'est le gravel. Je sais pas, je pense que on s'improvise pas marathonien. Marathon, c'est compliqué, ça tape, il faut courir tout le temps. Beaucoup de gens se mettent au trail et pour moi, c'est un peu de la rando running, hein, c'est-à-dire que on marche tout le beaucoup, temps, on marche beaucoup, on courotte. On met les bâtons en descente. Oui, c'est sûr, quand on regarde le live sur l'UTMB, tous ne courent pas comme ça, effectivement. Voilà, ça reste quand même... boucler l'UTMB en 46 heures, c'est bien, il faut le faire. En marche rapide, on peut le faire plus vite. Hein. Oui, c'est ce qu'on m'a partagé également, tout à fait. J'avais une amie cycliste au cyclo-team qui s'appelle Geneviève, qui s'était blessée, donc elle faisait de l'UTMB, elle l'avait fait une année entièrement en marchant. En marchant avec des bâtons, en marche rapide. Et elle avait fait moins de 40 heures. Donc on peut faire l'UTMB. Ceux qui nous écoutent, voilà, c'est beaucoup d'espoir. On peut faire l'UTMB en marche nordique sans courir une seule fois et on peut faire moins de 40 heures. Bon, c'est intéressant. Et quelle est aujourd'hui ta vision sur le sport outdoor? Comment, selon toi, quel sport va émerger? Comment est-ce qu'il va évoluer? Comment Extrasport va accompagner ces épreuves-là? C'est quoi ta vision aujourd'hui sur ta structure par rapport au sport outdoor de demain? Ma structure va bien. Je suis entouré de jeunes associés frétillants qui ont plein d'idées, etc. Donc nous, on va continuer à se développer toujours sur nos sports de prédilection, le trail running, le triathlon, le swimrun, puisque dans une semaine, on a la 8e édition de la Gravity Race à Annecy. C'est une discipline que je découvre et qui me passionne. J'ai eu la chance d'avoir Michael Lemel sur le podcast Ultra Talk, un des fondateurs de cette discipline, en fait, qui est le swimrun en Suède, hyper intéressant. Et puis le triathlon également. Alors, pendant la pandémie, avec pas mal de confrères organisateurs, on s'est retrouvés un peu démunis et on a créé un collectif qui s'appelle le CESO. Exactement. Et on s'est aperçu que notre activité d'organisateur était face à pas mal de dangers. On a vécu la pandémie qui nous a empêchés d'organiser pendant quasiment un an. Mais pas que. Aujourd'hui, la menace climatique est hyper importante. Je pense que ça va devenir à terme très difficile d'organiser des événements entre juin et fin août, parce que malheureusement, avec les pics de canicule qu'on connaît, est-ce que les préfectures vont nous autoriser à lâcher des milliers de participants sous la fournaise? Je ne suis pas sûr. Bien sûr, également, il y a un gros enjeu d'éco-responsabilité. J'ai signé, comme beaucoup d'organisateurs, les 15 engagements éco-responsables du ministère des Sports.
Parce qu'effectivement, peut-on continuer d'organiser en faisant fabriquer des palettes et des palettes de t-shirts en Chine, en semant au bord du chemin des dizaines de milliers de gobelets en plastique? La réponse est évidemment non. Donc on essaye chez Extrasport, mais d'ailleurs comme beaucoup de nos confrères, de faire mieux. C'est pas toujours facile, même si chaque année, sur une Saint-Élion, on essaye de s'améliorer. On est loin d'être irréprochable, mais voilà, supprimer les voitures, acheminer les gens en train. Alors, la Saint-Élion, c'est facile, hein, puisqu'il y a des gares. Supprimer tout le plastique à usage unique, essayer de faire du circuit court. Voilà, donc on essaye de faire au mieux, mais on sait qu'on est attendu par les participants et par les autorités au tournant. Il faut qu'on soit irréprochable. Et est-ce que le niveau de participants est redevenu, voire plus ou moins, après la pandémie? C'est-à-dire qu'il y a eu un gros stop, effectivement, en 2020, mais est-ce que le niveau aujourd'hui de participants est identique? Sur le trail running, sans aucun doute. C'est revenu comme en 2019, voire mieux. Voilà. Sur les autres épreuves, triathlon, vélo, il m'apparaît que c'est encore un peu en deçà, mais ça va. Peut-être que les pratiques évoluent. Bon, sur le triathlon, il y a le géant Ironman qui truste 80% du marché, donc il faut que les organisations indépendantes se partagent les miettes. Voilà, mais c'est le principe des quasi-monopoles. Hein. Il faut s'adapter. Et on arrive sur la fin de l'épisode. Michel, aujourd'hui, quel message tu voudrais faire passer aux auditeurs qui nous écoutent? S'ils ont la chance de pouvoir pratiquer un sport outdoor, c'est tellement génial. Moi, ça a été vraiment mon trip absolu pendant 25 ans. J'étais passionné par mon travail, que je faisais très consciencieusement, mais je ne pensais qu'à une chose, c'était ma sortie entre midi et 2, et c'était mon trip du week-end. Voilà, donc même à niveau modeste, avoir la chance de pouvoir pratiquer la course à pied, le trail running, le vélo, le ski de fond l'hiver, voilà, tout, et même l'escalade que j'ai pratiqué un moment, c'est des privilèges inouïs, de pouvoir le pratiquer en France sans aller forcément à l'autre bout du monde. On a un territoire génial pour pouvoir pratiquer tout ça. Alors je leur dirais, profitez-en. Et ça m'emmène sur une autre question, mais toi qui consommais le sport avant en le pratiquant, aujourd'hui, comment tu consommes le sport? Donc ça veut dire que tu regardes des matchs, des courses, tu lis, comment aujourd'hui tu occupes ton temps? Je rate beaucoup le vélo, on en a parlé. Et puis bon, étant H24 sur les réseaux sociaux, je suis des pages, la tienne par exemple. Tu suis beaucoup ce qui se passe sur les réseaux. Oui, les gens... je vais même sur Strava, je regarde ce que les gens font. Voilà, bon, aujourd'hui, c'est une vitrine absolue. Je vis cette pratique à travers les autres. Je regarde ce qu'ils font, même dans la structure Extrasport. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui participent à plein de courses, donc on se raconte les choses. Alors, qu'est-ce qui se fait de bien, justement, sur les réseaux, selon toi, aujourd'hui? Si tu observes, qu'est-ce qui se fait de bien? Ou ça peut être une personne que tu trouves inspirante de la manière dont elle communique, ou une entreprise. Qu'est-ce qui se fait de bien et quels sont les abus, selon toi? Tu peux balancer. Non, j'ai un peu de mal sur LinkedIn avec les coachs de tout et de rien. Oui, ça me fatigue beaucoup. Et puis certains, se regardent un peu le nombril, ce qui était mon cas avant. Mais bon, après, c'est normal. Finir un UTMB, c'est un exploit personnel. On peut s'en enorgueillir pendant un certain temps. Des fois, c'est un peu too much. Non, les réseaux, c'est super, mais c'est un outil que je ne connaissais pas à l'époque, que j'exploite beaucoup. Et que tu maîtrises du coup maintenant aujourd'hui J'exploite, que j'essaie de maîtriser au mieux, même si j'ai pas tous les codes. Je suis un boomer, donc forcément TikTok et les Switch et les stories Insta, c'est pas encore tout à fait mon truc. Je suis encore un littéraire et je suis plus à l'aise sur les réseaux de vieux comme Facebook. Mais non, mais c'est intéressant. Non, mais j'ai pas de...
j'ai pas de héros et j'ai pas non plus de coup de gueule à prononcer. Je trouve que certaines personnes les exploitent ça très bien et c'est très bien. Ça fait marcher le business de tout le monde, donc c'est très bien. Bon, et où est-ce qu'on peut te joindre aujourd'hui? Les personnes qui veulent t'envoyer un message ou te suivre, où est-ce qu'on peut te joindre? Donc, il y a effectivement, tu l'as cité, hein, il y a le blog Extropié. Le blog Amimi que vous trouverez effectivement où tu publies régulièrement, mais est-ce qu'il y a un autre endroit? Tu as dit LinkedIn, Insta, où est-ce qu'on peut te contacter et te suivre? Je suis plutôt discret sur LinkedIn, même si j'ai un compte perso. J'ai un compte Facebook perso, mais je raconte un peu n'importe quoi. Je parle beaucoup de politique, je devrais pas. Je parle beaucoup de littérature, puisque... Ah, tu lis beaucoup, hein. Moi je suis un peu tes publications je lis aussi, beaucoup, tu lis beaucoup. Et quand j'aime bien un livre, j'en parle. Même parfois, quand tu es un peu déçu, tu en parles aussi. J'ai vu certains commentaires. Oui. Ah, tu challenges, on va dire. C'est pas négatif, hein, mais tu challenges effectivement. Ouais, je voulais finir sur le sport, puisqu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé. Quand j'étais en centre de rééducation, j'ai eu la chance de rencontrer notamment un chercheur de l'ENS avec lequel et quelques autres amis. Alors, le chercheur s'appelle Vance Bergeron. Hein, c'est un franco-américain arrivé en France il y a plus de 20 ans. Et on a monté avec lui une salle de sport à Lyon qui s'appelle la salle Sport, qui est portée par l'association Hans. Exact. Et c'est une salle qui est entièrement dédiée aux handicapés moteurs. Donc on n'a que des adhérents handicapés et que des machines adaptées à ces gens. Et j'essaie de m'y rendre une fois par semaine quand je peux, le samedi matin. Mais on a quand même réussi à bâtir un truc qui est pas mal, puisqu'on a quand même aujourd'hui plus d'une centaine d'adhérents. Des gens qui viennent même 1 heure par semaine pour faire un peu de sport, mais surtout pour recréer du lien social. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes handicapé moteur et que vous voulez aller faire du sport en salle, c'est quasiment impossible. Les machines ne sont pas adaptées. Et vous vous retrouvez au milieu de bodybuilders qui vous regardent étrangement. Là, vous êtes entre handicapés. Non, c'est une belle expérience. C'est à Gerland. Je crois aujourd'hui que ça essaime un peu. On va ouvrir une salle à Grenoble. On a été copié à Montpellier. Et c'est très bien. Voilà. Bon, bravo, c'était important d'en parler, tu as raison. Un grand merci, Michel, pour ce partage. Est-ce que tu as un dernier mot ou est-ce qu'on se quitte là? Non, on peut se quitter là. Je suis tout excité parce que nous sommes fin septembre, début octobre. Et j'ai une fin d'année très chargée avec une salle de Lyon qui va tout déchirer, un marathon de Beaujolais qui bat tous les records. Gros calendrier. Qui bat tous les records de participation. Donc voilà, je suis excité comme un stagiaire junior et ça va être génial. Bon, un grand merci à toi en tout cas. Et puis je te dis à très bientôt. Et puis à très bientôt également aux auditeurs et auditrices du podcast pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.